Je vous propose aujourd'hui de lire et d'analyser une lettre que Charles Quint a écrite à Érasme le 13 décembre 1527 et qui concerne l'humanisme en Espagne. Honorabilis, devote, dilecte, ta lettre nous a causé un double plaisir. D'abord parce qu'elle venait de toi, et puis parce qu'elle nous a fait savoir le déclin de la folie luthérienne. De ces effets, tu dois, le premier, à l'amitié singulière que nous te portons. L'autre, c'est nous qui te le devons, ou plutôt toute la République chrétienne. Car, par ton seul effort, elle a obtenu ce dont les empereurs, les pontifes, les princes, les universités et tant de forts savants hommes n'ont pu venir à bout jusqu'à ce jour. Tu t'es assuré par là, à notre grande joie, une louange immortelle en ce monde et une gloire perpétuelle dans l'autre. Et pour ce bonheur, nous te félicitons cordialement. Il ne te reste plus qu'à tâcher de mener à bonne fin, de toutes tes forces, l'œuvre si heureusement entreprise. Toute notre aide et faveur est acquise à tes très pieux efforts. Quant aux débats qui ont été amorcés chez nous au sujet de tes ouvrages, nous avons lu avec vive peine ce que tu en dis. Car il semble que tu n'aies pas pleine confiance en nos dispositions et sentiments à ton égard. Comme si, nous présents, on devait prendre une décision contraire à Érasme, dont la piété chrétienne nous est bien connue. Si nous avons permis une enquête sur tes livres, tu risques seulement, au cas où l'on y trouverait quelque défaillance, toujours permise à un homme, de recevoir un avis amical qui t'amènerait à les corriger ou expliquer toi-même de manière à ne laisser au simple aucun motif de scandale, assurant ainsi l'immortalité à tes écrits et fermant la bouche à tes détracteurs. Mais si l'on n'y trouve rien, ou puisse prendre la calomnie, songe à la gloire qui en rejaillira sur tes ouvrages. Donc, et bon courage, et sois assuré que nous tiendrons toujours le plus grand compte de ton honneur et de ta réputation. Nous avons fait jusqu'ici tout ce qui dépendait de nous pour la paix de la République. Nul n'a lieu d'en douter. Ce que nous faisons maintenant, et ce que nous ferons encore pour la même cause, nos actes le feront bien voir. La seule chose que nous te demandons, c'est de nous recommander toujours en tes prières en Christ Tout-Puissant. Fait en notre cité de Burgos, le 13 décembre, l'an du Seigneur 1527, et de notre règne romain le 9e. Charles, par ordre de Sa Majesté impériale, Alfonso de Valdés. Présentons comme d'habitude le document qui vient d'être lu. Et commençons par la nature des sources. Il s'agit d'une lettre de Charles Quint, rédigée par le secrétaire Alfonso de Valdés et adressée à Érasme, en réponse à une missive de ce dernier du 2 septembre 1527, dans laquelle il s'inquiétait de l'examen de ses œuvres par une commission de théologiens. Elle est à la fois personnelle et officielle, dans la mesure où elle est rédigée par un membre de la chancellerie. Dès lors, son contenu représente la position de l'État espagnol
à propos de l'orthodoxie d'Érasme et de l'humanisme. On aura pu remarquer qu'il y a 3 protagonistes. Le signataire, Érasme et enfin Alfonso de Valdés. Le signataire d'abord. En 1527, Charles Quint est roi des Espagnes depuis plus de 11 années et empereur depuis 8 années. Il est donc l'héritier des rois catholiques, maître des Amériques et d'une partie des Italies, possesseur de l'héritage bourguignon, centré essentiellement sur les Pays-Bas et la Franche-Comté, et il a recueilli la couronne impériale qui revient traditionnellement à un membre de la famille d'Habsbourg. Farouchement chrétien, il assiste avec souffrance au développement de la réforme luthérienne qui s'est diffusée à partir de 1517. Il est en même temps ouvert aux suggestions de l'humanisme. Il entretient des relations étroites avec Érasme, dont il a fait l'un de ses conseillers. Second protagoniste, Érasme. Il est alors dans le plein apogée de son influence. Au contact avec tous les grands humanistes de son époque, More, Collet, Vives, il a déjà écrit ses principales œuvres. Les Adages, l'Éloge de la folie, son Nouveau Testament, dédié à Léon X, et ses colloques. Il a composé en 1516 pour Charles de Habsbourg son Institutio Principis Christiani. Après des séjours en Italie, en Angleterre et aux Pays-Bas, mais jamais en Espagne, il s'installe en 1521 à Bâle. Depuis les débuts de la Réforme, il est sans cesse sollicité d'intervenir dans les querelles doctrinales. Luther lui demande de rester indépendant et neutre. En vain. Il écrit le De Libero Arbitrio, traité dans lequel il rejette la prédestination. Luther réplique par le De Servo Arbitrio, où il défend la prédestination. Charles Quint recherche son appui pour restaurer l'unité des chrétiens en un moment où l'érasmisme a un immense écho dans la péninsule ibérique. Le succès de la traduction de l'Enchiridion de 1524 vient encore de le montrer. Troisième protagoniste enfin, Alfonso de Valdés. Parfait représentant de ces Espagnols qui se sont dévoués corps et âme à la cause de Érasme, il est dans les années 1520 secrétaire du roi. Formé auprès du chancelier Gattinara et de Maximiliano Transilvano, secrétaire chargé des lettres en latin, il a rédigé pour un autre humaniste, Pierre Martyr d'Anguillera, le récit des grands événements auxquels il a assisté, comme le couronnement de Charles Quint et la diète de Worms. Il connaît de près tous les problèmes liés à l'humanisme et à la réforme. Dans les bureaux, il continue d'affirmer la tradition érasmisante que Gattinara, Transilvano et le secrétaire Nicolas ont imposée. S'il échoue à faire verser à Érasme sa pension de conseiller, il le défend contre les orthodoxes intransigeants de Louvain et d'Espagne. À cet égard, les années 1525-1527 sont décisives. Érasme, qui se sent menacé, vient de lancer un appel au secours à Gattinara, à Valdés et au souverain. Passons maintenant à l'analyse de la lettre. La lettre impériale souligne le rôle d'Érasme et de Charles Quint face à la Réforme et pose le problème de l'orthodoxie de l'humanisme. Elle s'articule autour de 3 thèmes. Le premier concerne le rôle d'Érasme par rapport au luthéranisme. Le second s'intéresse à la position d'Érasme en Espagne où, malgré les gages donnés à l'orthodoxie, il n'est pas lavé du soupçon d'hérésie. Le troisième évoque implicitement le rôle tenu par Charles Quint
dans la lutte contre la Réforme, son souci de pacifier la République chrétienne et sa volonté d'assumer la monarchie universelle. En ce qui concerne le contexte, maintenant, il faut d'abord considérer la situation intérieure de l'Espagne, qui sort à peine de la crise des Comunidades de Castille et des Germanias de Valence, révolte des villes contre le pouvoir central, à quoi s'ajoutent les premières atteintes à l'unité religieuse avec le mouvement des Illuminés, Alumbrados, et la résistance de l'islam et du judaïsme. La cohésion de la foi est menacée. À l'extérieur ensuite, la crise dans le Saint-Empire, la guerre des paysans et la montée en puissance des princes, le péril turc et l'affaiblissement de la France, la défaite de Pavie date de 1525 et le traité de Madrid de janvier 1526, poussent Charles Quint à imposer une paix et une monarchie impériale, qu'il aimerait voir cautionnée par les humanistes, pourtant plus soucieux de paix entre les États que de politique armée. Un seul point noir, mais important. L'hostilité de la papauté à la politique espagnole gêne considérablement l'action de l'empereur. Passons maintenant aux commentaires du document. J'aborderai successivement 3 points. Le premier, Érasme et Luther. Le second, les relations entre Érasme et l'Espagne. Et enfin, les liens entre Érasme et Charles Quint. Premier point donc, les relations entre Érasme et Luther. Il faut d'abord lire la lettre impériale en fonction des problèmes soulevés par le succès de l'humanisme et la naissance de la Réforme. L'audience espagnole pour l'humanisme a été précoce et vive. La réforme du clergé régulier et séculier, sous la conduite de Cisneros, l'a facilitée. L'université d'Alcalá de Henares est le bastion des idées nouvelles. Celles-ci reçoivent, dans les années 1515-1517, l'appui de Charles de Habsbourg et de ses conseillers, Chièvre, Gattinara, par exemple, quand ils prennent le pouvoir en Castille et en Aragon. Ils ont une connaissance directe de l'humanisme qu'ils font partager aux élites espagnoles. Le souverain, depuis ses années de formation en Flandre, est lui-même lié par une amitié singulière avec Érasme. Il en a fait son conseiller et il est en correspondance avec lui. Il est au courant des rénovations intellectuelles et spirituelles proposées par les humanistes. Depuis la fin du XVe siècle, la République chrétienne est en crise. l'Église ne répond pas aux aspirations des chrétiens qui cherchent plus de piété et moins de formalisme. Dans ce climat apparaît la folie luthérienne. Il faut donc présenter ici le parcours de Luther qui se met en marge de l'Église au moment de l'affaire des indulgences de 1517. Ce dernier fait afficher sur la porte de l'église de Wittenberg 95 propositions qui les condamnent. Il ne faut pas oublier que les temps sont propices aux critiques. En 1511, Érasme a publié l'Éloge de la folie, pamphlet très virulent contre l'Église romaine. La révolte luthérienne a un énorme écho. En 1520, Léon X excommunie Luther. Charles Quint le fait comparaître devant la diète de Worms. Ayant refusé de se rétracter, le révolté est mis au banc de l'Empire en mai 1521. La réforme se répand dans les années 1522-1527 comme feu sur paille, à partir d'une base doctrinale cohérente et simple.
Cette diffusion entraîne des troubles sociaux, des révoltes, des guerres et la sécularisation des biens de l'Église dans de nombreux États du Saint-Empire. Charles Quint, en tant qu'empereur, veut rétablir la concorde. Prisonnier de sa politique extérieure, il cherche pendant longtemps la réconciliation doctrinale avec les rebelles. De son côté, l'humanisme sort déchiré de la prédication luthérienne. Certains de ses membres se rapprochent du réformateur, dans lequel ils voient le continuateur de leur œuvre, mais d'autres refusent de le rejoindre. C'est le cas d'Érasme. Il soutient d'abord le moine de Wittenberg en lui assurant la protection de l'électeur de Saxe et en écrivant à Rome en sa faveur. Mais en réalité, il y a un fossé profond entre les deux hommes. Par le traité du libre arbitre, l'humaniste de Rotterdam prend, en 1524, la responsabilité de la rupture. Dans ce texte, il souligne la bonté naturelle de l'homme, la liberté du chrétien, sa coopération au salut. Cette dissension a renforcé, à l'évidence, la position de Charles Quint et des orthodoxes. Mais il est difficile de soutenir, comme le fait la lettre du souverain, qu'Érasme a obtenu ce à quoi les autorités politiques et religieuses ne sont pas parvenues. En fait, il est difficile de parler de déclin du luthérianisme alors qu'il se répand dans les années 1525-1527. Toutes les tentatives de conciliation échouent et d'autres mouvements de réforme apparaissent, par exemple les sacramentaires ou les anabaptistes. Il est donc nécessaire de nuancer le rôle d'Érasme, même si sa rupture avec la réforme est un grave échec, mais surtout personnel, pour Luther. Deuxième point abordé dans le commentaire de cette lettre. Les relations entre Érasme et l'Espagne. Bien que réservé par rapport aux luthériens, l'humaniste est suspect aux yeux des orthodoxes. Au début de l'année 1527, le chancelier Gattinara reçoit un appel au secours d'Érasme qui, menacé par certains théologiens de Louvain et d'Espagne, craint d'être condamné pour hérésie. Sa défense s'organise au cœur même de la chancellerie grâce à Alfonso de Valdés et l'appui de certaines autorités religieuses comme le primat de Tolède, Alfonso de Fonseca. Dans le même temps, des débats à propos de ces écrits sont organisés à Valladolid par l'inquisiteur général Alonso Manrique. Ce dernier met à profit la réunion des Cortes dans cette ville à partir du 11 février 1527. Les supérieurs des ordres monastiques y avaient été convoqués. Dès lors, rien de plus facile que de les réunir dans une conférence sur les ouvrages d'Érasme. L'initiative était à droite. En agissant ainsi, Manrique manifestait son appui à l'humaniste et donnait une apparente satisfaction à ses détracteurs. Une commission, où figurent certains de ses plus chauds partisans, comme Jerónimo Ruiz de Verrues, orateur bénédictin, l'Augustin Dionisio Vázquez, et bien entendu Alfonso de Valdés, est chargée de dresser un catalogue des principales positions de l'humaniste. Ce catalogue est achevé en 15 jours et soumis à l'appréciation d'une assemblée d'experts inquisitoriaux. Mais cette conférence de Valladolid a tout juste le temps d'examiner favorablement les positions d'Érasme sur la Trinité, la divinité du Christ et l'Esprit Saint. Le sac de Rome par les troupes impériales en mars 1527 interrompt ces débats. Et les Cortés se dispersent car la peste a envahi Valladolid. L'empereur s'est réfugié à Palencia, puis à Burgos, d'où est expédiée la lettre du 13 décembre 1527.
le triomphe d'Érasme est apparent. Sur le fond, rien n'est encore tranché. Les théologiens n'ont pas voté. La lettre écrite au lendemain de la conférence est sur ce point très explicite. Elle évoque une décision qui pourrait être contraire à l'humaniste. Ce qui, en clair, signifie que ces décisions restent à prendre. Pourtant, Manrique voudrait en finir. Mais, en l'absence du souverain, il ne peut se prévaloir, pour soutenir le maître de Rotterdam, que d'un bref du pape, qui n'approuve pas tous ses écrits, mais seulement ceux où il prend parti contre Luther. Il se résigne donc à interrompre la conférence. Voilà pourquoi Érasme sort sans éclat du guêpier théologique. Le clan des Érasmiens est déçu et prépare des contrefeux. Il organise la riposte, d'abord par la lettre rédigée par Valdès et signée par le souverain. Elle appuie, en quelque sorte officiellement, l'auteur de l'Enchiridion. Ensuite, il amplifie son action par des courriers qui soulignent la victoire de leur protégé. Érasme, lui-même, de Bâle, s'emploie également, par une correspondance nourrie avec Manrique, Vergara, Coronel, Gattinara, de nouveau l'empereur, et Valdès, à faire en sorte que ces ouvrages suspectés soient déclarés d'utilité publique. Il n'a guère confiance et se méfie de l'avis amical qui pourrait l'obliger à corriger ses œuvres pour ne laisser au simple aucun motif de scandale. Le document de décembre 1527 recueille l'écho de toutes ces stratégies, mais il ne fait que camoufler la réalité. Érasme est en sursis. Troisième point abordé dans ce commentaire, les liens entre Érasme et Charles Quint. La lettre a aussi un contenu implicite qui fait appel à deux principes contradictoires sur lesquels l'empereur et l'humaniste sont en opposition. D'une part, la monarchie universelle et d'autre part, le pacifisme humaniste. Je commencerai donc par la monarchie universelle. Premier de ces deux principes, il apparaît dans la lettre dans deux passages. Lors de l'énoncé de la titulature du signataire et dans l'allusion à la République chrétienne. Charles Quint est, en effet, dans la 9e année de son règne romain et, en tant qu'empereur, se sent investi d'une mission particulière. Du point de vue international, il cherche à contenir les visées françaises sur l'Italie, s'oppose à la Ligue de Cognac, qui réunit autour de la France tous ses ennemis, et en particulier le pape Clément VII, farouchement anti-espagnol. Le sac de Rome, en mai 1527, par les troupes impériales, n'a pas amélioré les relations de Rome et de l'Espagne. Enfin, la victoire des Turcs sur les troupes du roi de Hongrie à Mohács, en 1526, est préoccupante. Charles Quint voudrait les contenir en prenant la direction des affaires européennes. Du point de vue religieux, l'empereur, sans cesse préoccupé par les divisions, lance l'idée d'un concile général pour ramener la concorde. La papauté n'y est pas encore favorable. Pour régler l'ensemble de ces problèmes, Charles Quint et sa chancellerie développent une sorte de messianisme impérial. Après le traité de Madrid, il croit le moment venu d'imposer par le principe de monarchie et d'hégémonie universelle l'ordre impérial en Europe. Deuxième principe sur lequel l'empereur et l'humaniste sont en opposition, le pacifisme humaniste. Celui-ci s'oppose à l'idéologie impériale. Érasme n'est pas favorable à une stratégie mondialiste, même si l'humanisme, sous l'impulsion de Cisneros, a déjà reçu la tentation de conduire par les armes une politique d'inspiration chrétienne, à la suite de la prise d'Oran
par les Espagnols en 1509. Le mouvement humaniste ne partage pas les rêves impériaux d'hégémonie. Il donne plus de prix à la paix entre les princes, comme Érasme l'indique dans une lettre écrite à François Ier le 16 juin 1526 et dans son colloque Puerpera, où il s'exprime sur la situation internationale. Les armes doivent se taire pour restaurer la concorde entre les chrétiens. En ce sens, il s'oppose aux propositions plus engagées de Charles Quint. Pourtant, dans les années 1527, ces deux conceptions pourraient être renvoyées dos à dos. La politique caroline est mise à mal par le sac de Rome, la présence des Turcs en Hongrie, les divisions des Allemands et les difficultés financières à la suite du refus des Cortés de voter des ressources nouvelles. L'idée d'universitas Christiana, chère aux humanistes, est également caduque. La paix qu'ils souhaitent est rendue impossible par les visées hégémoniques des princes et des monarques. Au niveau politique, Érasme est déjà marginalisé. Bientôt, il le sera également, en Espagne du moins, d'un point de vue religieux. Il est temps de conclure, et voyons quel est l'intérêt et la portée de ce document, de cette lettre. La lettre à Érasme avait été rédigée également en fonction du public espagnol. Fait exceptionnel, l'humaniste ne la publia pas dans son recueil de correspondances de 1529, où il inclut, en revanche, sa propre lettre du 2 septembre à l'empereur. Pourquoi cette omission ? A-t-il compris que l'appui reçu par la chancellerie et le souverain est insuffisant pour imposer silence à ses détracteurs ? A-t-il l'intuition des événements à venir ? Cette correspondance eut pourtant un retentissement immédiat en Espagne. Les deux lettres ont parcouru, sous forme manuscrite, toute la péninsule savante et religieuse. Elles furent ensuite imprimées et diffusées à des milliers d'exemplaires. Et bien qu'à Valladolid, la conférence n'ait pas tranché le cœur des débats, on savait désormais, grâce au courrier du 13 septembre 1527, que rien d'hérétique n'avait été trouvé dans les écrits de l'humaniste examinés. Les deux missives eurent donc une grande influence dans la diffusion de l'érasmisme qui, jusqu'en 1532, a le vent en poupe. Mais le climat va bientôt changer, malgré la présence des érasmiens. En effet, les procès de l'Inquisition contre les illuminés de Castille et les nouveaux chrétiens, souvent soupçonnés d'érasmiser, les difficultés avec la communauté morisque, la tentative de pénétration des idées luthériennes en Castille et en Aragon, tout conduit à enfermer la péninsule dans la plus stricte des orthodoxies. À partir de 1532, le parti des humanistes est inquiété. Et la persécution s'amplifiera dans les années 1555 à 1558, quand l'index des livres prohibés de l'Inquisition condamnera, à côté de l'état-major réformé, les écrits érasmiens. C'en est alors fait de l'influence d'Érasme en Espagne. Le maître de Rotterdam aura eu le temps de voir, avant sa mort en juillet 1536, son œuvre non seulement suspectée en péninsule, mais encore ses espoirs de concorde s'effondrer en Europe. En fait, dans les années 30 du premier XVIe siècle, l'humanisme est pratiquement en état de survie.